Good morning, good evening, good afternoon. Thank you for being here for the first FAMOCO keynote. Today we're going to speak in French, but tomorrow, same time, same hour, we will rediffuse this with English subtitles. For English speakers, please come back tomorrow with the same link. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous focuser sur quelques grandes annonces de FAMOCO. Mais avant, pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, quelques mots sur FAMOCO. FAMOCO est une solution de sécurisation sur Android. On diffuse dans plus de 100 pays aujourd'hui des solutions sur Android pour faire de la sécurisation de paiement, d'identité, de transport, de flux, avec des clients aussi différents que les Nations Unies, des grands telcos, Orange, Vodacom, mais aussi une multitude de clients en France et un peu partout dans le monde. Mais pour passer cette heure ensemble, et avant de faire quelques annonces autour de FAMOCO Pay, Safeguard, un nouveau produit, le FX105, et fêter nos 10 ans, j'ai demandé à Laurent Nizery, qui est le fondateur et le CEO du Paris FinTech Forum, d'avoir la gentillesse de bien vouloir passer cette heure avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Lionel, c'est un plaisir bien sûr. Écoute, petite transition rapide, mais en fait, pour préparer cette session, tu ne m'as pas trop parlé de paiement, hein, parce que j'ai l'impression que c'est déjà naturel chez toi. Tu m'as beaucoup parlé de sécurité. Protection des données, c'est un mot qui revenait, je pense, à peu près 27 fois dans les 30 minutes qu'on a passées ensemble. C'est quoi le problème vraiment pour toi? Écoute, le sujet qu'on voit très fort arriver aujourd'hui, c'est l'arrivée des outils B2C dans le B2B. Aujourd'hui, le premier vecteur de digitalisation en pays émergents, mais pas seulement, hein, pays émergents, pays émergés, en France, aux États-Unis, c'est le téléphone portable, c'est la mobilité. Pour donner un ordre de grandeur, en Afrique, 92% des connexions Internet se fait à partir d'un téléphone portable. Donc, le téléphone est devenu le premier vecteur de digitalisation des individus, mais aussi des business. Donc aujourd'hui, il n'est pas rare de voir un policier avec un téléphone portable, de voir un facteur avec un téléphone portable, de voir le livreur avec un téléphone portable pour faire des actions qui sont celles de son métier, le métier de policier, vérifier une identité, te mettre un PV. Et ils le font avec des téléphones, avec des technologies qui viennent du B2C. Donc si dans le B2C, on a tous accepté cette espèce de deal entre les GAFA et nous, qui est celui d'avoir de la technologie gratuitement, en gros, il faut comprendre qu'un operating system Android, c'est des centaines de milliers de codes, des millions de lignes de code, avec des dizaines de milliers de personnes qui codent tous les jours. Et tout ça, on ne le paye pas. Alors c'est quoi le deal? Le deal, c'est de nous profiler en échange de ces données. Alors, si en réalité, toi et moi, on a accepté ce deal, je sais bien qu'il y a beaucoup de discussions aujourd'hui, RGPD, sécurité des données, souveraineté des données pour le B2C, mais la réalité, c'est que je pense qu'on a accepté ce deal. On ne va pas revenir à TomTom, oui, ça nous va bien, et on ne va pas revenir à Lotus Notes ou à Compulsor, Gmail nous va bien. Mais quand ces outils rentrent dans le B2B, quand ces outils sont utilisés par des policiers, par des facteurs, par des marchands, profiler un utilisateur professionnel, ce n'est pas exactement les mêmes enjeux. Ce sont des enjeux beaucoup plus importants, ce sont des enjeux de souveraineté des données. Donc ce que fait FAMOCO, c'est de créer des solutions de mobilité dédiées au monde du B2B. Dédiées au monde du B2B, c'est-à-dire fabriquer des appareils mobiles avec des operating systems dédiés au B2B. Un operating system dédié au B2B, c'est d'abord un operating system qui ne renvoie pas de métadonnées chez Google. C'est un operating system Android dégooglisé. Donc, un operating system sécurisé, des solutions d'encryption, et puis une plateforme Mobile Device Management qui permet d'administrer ces appareils à distance. Donc, ce que fait FAMOCO, c'est de protéger les données des appareils mobiles qui sont utilisés par des agents ou des marchands. Et ça nous semble être un enjeu de maintenant. Parce que autant la bataille de la souveraineté des données et de la data privacy des individus, c'était une bataille d'il y a 10 ans. La bataille de la sécurisation des données des entreprises qui utilisent des outils de mobilité, c'est une bataille de maintenant et c'est celle qu'on essaye de gagner. Et donc tu me proposes une solution commerciale
pour résoudre un problème sociétal, est-ce que c'est pas au régulateur de faire quelque chose avant que ça soit à FAMOCO? Penses-tu que le régulateur, les régulateurs, parce qu'il n'y en a pas qu'un au niveau mondial, est-ce que c'est pas leur rôle? Est-ce qu'ils ont quelque chose à faire là-dessus? Absolument. Je pense que les régulateurs doivent s'emparer de ces sujets-là. Et d'ailleurs, très modestement, chez FAMOCO, les quelques succès qu'on a eus jusqu'à présent, c'est aussi parce que nous avons réussi à convaincre un régulateur ou un donneur d'ordre, ou la personne qui écrit un appel d'offres, à inscrire ces sujets-là dans leurs appels d'offres, qui nous a permis de remporter quelques victoires. Et je pense qu'au niveau européen, on parle beaucoup de Thierry Breton, on parle beaucoup de ce qui se passe au niveau européen. Il suffirait qu'en Europe, le régulateur dise, eh bien, pour faire du paiement, pour faire de l'identité, pour faire du transport, pour faire de la santé, l'outil de mobilité utilisé par le médecin, le policier ou le facteur ne doit pas renvoyer de métadonnées chez Google. Doit être un outil avec des niveaux de sécurité supérieurs à ceux qu'on voit dans les outils qu'on utilise et qu'on a, toi et moi, dans nos poches maintenant. Mais là, tu agites le chiffon rouge. Bon, d'habitude, c'est le boulot des consultants. Là, c'est celui du vendeur de solutions. Mais est-ce qu'il y a des exemples concrets de risques de fuite? Parce qu'on aime bien dire en ce moment, c'est à la mode. Hein, Amazon, c'est méchant. Google, c'est méchant. Bon, ils ont quand même apporté beaucoup de choses aussi. D'ailleurs, on y reviendra, je pense. Mais ta solution s'appuie quand même sur un moteur Google à la base. Hein, comme tu le dis, dégooglisé, mais Android quand même. Est-ce que tu as des risques, des cas concrets, des exemples concrets de risques de fuite de ces métadonnées? Écoute, c'est vrai qu'on parle de métadonnées et en fait, on a du mal à comprendre la différence qu'il y a entre la donnée et la métadonnée. Évidemment, quand on utilise de la donnée, par exemple, on va parler du paiement. Hein, si on parle du paiement, le montant transacté, mon paiement, ces données-là, mon identité, ces données-là sont sécurisées par les solutions d'aujourd'hui. Mais je vais donner un exemple très concret. Je prends un train. Dans ce train, j'ai un contrôleur. Ce contrôleur, il a un outil Android pour faire le contrôle de mon billet de train. Chaque fois qu'il va faire ce contrôle, donc évidemment tout ça est très sécurisé, mais chaque fois qu'il va faire ce contrôle, comme c'est un appareil Android, il y a des données qui vont fuir de cet appareil Android vers des serveurs Google pour demander l'heure, pour savoir quelle heure il est, pour eurodater le contrôle, pour géolocaliser la transaction. Et toutes ces données font en fait que, au bout du compte, Google va avoir une idée très concrète du taux de remplissage des trains. Donc sans véritablement le faire exprès, des grands opérateurs, en France, mais pas seulement, transmettent à Google leur taux de remplissage. Et faire ça à la veille de l'ouverture à la concurrence du ferroviaire, je ne suis pas sûr que ce soit une excellente idée. Je vais donner un autre exemple très concret. Les polices municipales, on en parle beaucoup en ce moment, sont équipées de téléphones portables pour vérifier les identités des citoyens, pour mettre des PV. De la même façon, est-ce qu'il est vraiment opportun de transmettre à Google les positions des policiers municipaux dans une ville en temps réel? Donc en réalité, il ne s'agit pas de la donnée, il s'agit de la métadonnée. Et la métadonnée, c'est énormément de ping vers les serveurs Google. C'est ce que fait Android. Et Android est là aussi pour nous rendre service. Évidemment, on n'a pas une vendetta contre Google. Google nous a permis de faire des avancées technologiques extraordinaires. Et la seule chose qu'on essaie de protéger sont les métadonnées. Justement, juste un mot là-dessus quand même, parce que tu parles quand même d'Android, et Android, c'est Google. Donc tu peux nous réexpliquer la différence dans ton système? Alors, la différence, c'est que nous, on utilise donc des appareils sur Android, on utilise une version open source d'Android sur laquelle on vient ajouter une couche de sécurité. Donc, ce que font nos ingénieurs chez FAMOCO, qui sont là autour de nous, c'est une fois par an, une fois tous les 2 ans, c'est de réécrire ce code, de l'analyser, de le comprendre, de lire toutes les lignes de code et de n'utiliser dans Android ce qui est son but initial, c'est-à-dire un kernel, un cœur, faire tourner les applications. Par-dessus, on va mettre des plateformes de paiement, des plateformes de gestion à distance, mais on ne garde chez Google que son cœur, celui qui permet de faire tourner les applications et pas celui qui permet de nous profiler. On a beaucoup vu ces derniers temps tes publications, entre autres sur LinkedIn, sur le fait que vous travaillez avec les Nations Unies. Penses-tu que ce sujet de la protection des données a été pour eux un des critères de choix dans leur sélection quand ils ont travaillé avec toi? Absolument, mais je pense que, tu sais, quand on travaille avec les Nations Unies, alors d'abord on a énormément de chance de travailler avec les Nations Unies, mais ça oblige aussi un peu. Et on va en parler tout à l'heure, mais les populations en fragilité, c'est-à-dire que quand on travaille avec les Nations Unies, on travaille avec des populations plus fragiles que les autres. Donc soit des gens qui ont faim, parce qu'ils sont dans les zones de famine, soit dans les zones de guerre, soit des réfugiés. Ce sont en gros des gens en fragilité.
Et ces gens sont déjà suffisamment fragiles, les profiler en plus, alors je comprends que ça intéresse tout un tas de gens, mais c'est une fragilité supplémentaire qu'on leur apporte. Donc je pense que les Nations Unies avaient à cœur, dans la solution qu'ils cherchaient, de trouver quelque chose qui leur permette de transmettre, de distribuer des coupons alimentaires, de distribuer de l'argent, mais aussi de le faire dans un environnement qui leur est propre, un environnement sécurisé, un environnement hermétique. Et donc ça a été évidemment, je crois, un élément de choix très important. Oui.